Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 31 mars, au cœur de l'actualité ce soir. Tessa Worley au Grand Bornand. Elle était de retour ce mercredi dans la station Haut-Savoyard pour fêter son second petit globe de cristal en géant. Et pour l'occasion, la station a décidé de lui dédier un stade à son nom. Et puis nous partirons au bord du lac d'Annecy. Le festival du film d'animation approche à grands pas. Et Victoria Lopez nous propose de découvrir quels personnages seront mis à l'honneur cette année. Vous voyez quelques indices à l'image, reportage à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, parlons d'une décision qui pourrait faire l'effet d'une bombe en Haute-Savoie. Le Funiflène, cet ascenseur valléen qui devrait relier la vallée de l'Arve à Flaine, serait sur le point d'être abandonné. L'information a été dévoilée par nos confrères du Dauphiné Libéré en ce début de semaine. Cette décision aurait été envisagée ce mardi matin par le syndicat mixte qui porte le projet entre le département, la communauté de communes Cluse, Arve et Montagne et les villes d'Arrache et de Maglan. La raison, la hausse des tarifs de construction qui freineraient le projet, toujours selon nos confrères. Sébastien Germain a reçu Martial Sadier dans nos locaux et lui a posé une question simple. Le Funiflène est-il en danger? Voici sa réponse. Alors malheureusement, effectivement, la question est simple, mais la réponse va être courte. Ce que je peux vous dire, c'est que mardi, nous avons eu une réunion du comité syndical du Funiflène. C'est le syndicat avec les élus qui portent le projet. Et vous n'êtes pas sans savoir le contexte qu'il y a actuellement dans le monde. La France n'échappe pas à ce contexte. Et puisque nous sommes en train de préparer le budget, il y a des interrogations. C'est la seule chose que je peux vous confirmer sur le Funiflène. Je vous donne un calendrier, on apportera une réponse définitive et j'inviterai la presse probablement aux alentours de fin avril, début mai pour répondre plus précisément à la question. Mais en l'état, je ne peux rien rajouter d'autre. On ouvre une page sport à présent. La saison hivernale touche à sa fin pour nos sportifs et pour la plupart, ils sont de retour en Pays de Savoie. L'occasion pour de nombreuses stations de fêter le retour de leurs champions. Au Grand Bornand, dans le massif des Aravis, la station en a profité pour baptiser son stade de slalom au nom de sa championne Tessa Worley. La skieuse bornandine vient de reporter son second petit globe de cristal de géant en Coupe du Monde et elle était de retour dans ce village d'enfance ce mercredi pour fêter son sacre. Difficile pour elle de cacher sa joie comme le montre ce reportage de Lucas Ruche. Elle remportait le 20 mars dernier son deuxième petit globe de cristal. La skieuse au Savoyard de Tessa Worley, 32 ans, est au sommet de sa carrière. C'est pourquoi la station du Grand Bornand, dont elle est licenciée, a décidé de lui faire un beau cadeau. Le stade d'entraînement des athlètes du club, situé sur le versant ouest du Chinaillon, portera son nom. Voici le stade Tessa Worley, une récompense honorifique qui ravit l'enfant du pays. On donne pour mieux recevoir et vice-versa. Et non, c'est toujours avec grand plaisir. Et puis c'est naturel, c'est ma station de cœur, donc c'est comme ça. Et non, je prends beaucoup de plaisir à rentrer à la maison. Et là, aujourd'hui, ça va être la fête. Pour la station du Grand Bornand, il était essentiel de célébrer en grande pompe le retour de l'une des plus grandes skieuses françaises de l'histoire. Sa renommée permettant à beaucoup de projecteurs sur tout le domaine skiable. Elle a pu mettre en avant notre station, notre ski club, et puis elle fait rêver nos jeunes de demain. Donc de baptiser ce stade à son nom, je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour elle, et surtout qui permettra de donner envie à tous les jeunes de demain. C'est une très belle journée aujourd'hui, puisque outre l'inauguration du stade, on a également l'inauguration de tout l'espace Charmieux, avec un beau bâtiment de service, la reconfiguration du front de neige, un très beau télésiège débrayable, un espace débutant. Et puis ce soir, ça va se traduire aussi dans le village par le retour des champions du village, notamment qui sont allés aux Jeux de Pékin. Donc ouais, c'est une belle journée. Ouais. Honorée mais certainement pas résignée, Tessa Worley repartira en compétition dès l'hiver prochain, avec en ligne de mire les championnats du monde de Courchevel-Méribel, où elle visera le titre en slalom géant. Et on poursuit notre page sport pour parler d'un autre sacre, celui de la Haut-Savoyarde Tiffany Perrotin. Elle a remporté le titre de championne du monde de snowboard freeride ce week-end. C'était sur l'extrême, la face mythique de Verbier, en Suisse. La snowboardeuse commence à peine à réaliser ce qui lui arrive. Après 3 podiums et 4 manches, la rookie, autrement dit la débutante, âgée de 33 ans, termine sa première saison avec le titre en poche. Ce jeudi, elle a accepté de revenir sur ce week-end de consécration. Elle répond aux questions d'Emmanuel Jaude.
donc championne du monde et grosse joie et grosse surprise et non, très beau moment, très très fort moment. J'avais une ligne bien en tête depuis un petit moment, mais que j'ai pas faite. J'ai changé d'option un peu en regardant les conditions de neige ou autres et sur aussi comment je me sentais parce que c'était quand même beaucoup de pression. Pas mal de fatigue parce que j'ai pas mal enchaîné là au mois de mars. Donc voilà, il y a eu plusieurs aspects qui ont fait que j'ai pris une autre ligne, mais qui m'inspirait aussi et qui me donnait envie. Donc j'étais contente. J'ai pas réussi à tenir ma concentration jusqu'au bout, comme j'avais plein de choses dans la tête dans cette journée. C'est quand même très agité autour, très médiatisé. Donc des choses nouvelles pour moi. Et du coup, j'ai pas réussi à garder ma concentration jusqu'au bout et je suis allée sur ce mauvais patch de neige et ça, clairement, je m'en veux, quoi, parce que enfin, d'habitude, je fais pas ce genre d'erreur, mais ça arrive. Ah oui, quand on me donne le micro et que je fais non, moi, je peux pas parler. On me dit, si, Tiffany, c'est toi. Je fais, pourquoi moi? Et là, je regarde enfin l'écran et là, je vois qu'il y a mon nom en premier. Je fais, ah mince, en fait, c'est vraiment moi. Non, j'avais pas du tout calculé quoi que ce soit, donc je savais pas, Je pensais, enfin, dans les points que ça serait plutôt Erika, mais il y a plus de valeur sur Verbier et sur Fribourg-Brune comme étape, donc voilà. On reste en station pour évoquer le grand retour des activités touristiques en Pays de Savoie. Après 2 années marquées par la crise sanitaire et une année blanche en 2021, les stations ont repris du service et en grande pompe. Une bonne nouvelle pour le secteur de la montagne et ses travailleurs qui sont sur le point d'enregistrer une saison exceptionnelle. Nous allons en parler ce soir avec Antoine Fatiga, responsable CGT des remontées mécaniques. Bonsoir. Oui, bonsoir. Les stations françaises dressent pour la plupart un excellent bilan en cette fin de saison, avec un taux d'occupation qui frôle les 87%. Cela annonce de bonnes augures pour les années à venir. Oui, tout à fait. Alors, cela annonce de bon augure, mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'endormir sur cette excellente saison pour ne pas parler de l'avenir. Et entre autres, je dirais, sur ce sujet-là, il faut bien être conscient qu'il faut absolument que les stations, et c'est le sujet un peu du départ que vous avez fait avec le Funiflen, se mettent vraiment au tourisme 4 saisons et qu'on revienne à des manières de venir en station de manière beaucoup plus écologique, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui consomme le plus de gaz à effet de serre, c'est le fait de venir en station. Et en même temps, je dirais pour ce qui nous préoccupait, il faut bien voir que cette année a été une année excellente, mais pas terriblement pour les saisonniers. Quand même, c'est eux qui font aujourd'hui le tourisme aujourd'hui. Et ces saisonniers-là ont été maltraités dans les années passées, ça il faut le rappeler aussi. C'est ce qui a induit d'ailleurs comme conséquence le fait que cette année, on a eu du mal à recruter les saisonniers en début de saison. Alors justement, on va en parler. Donc le recrutement, il a été difficile cette année. Vous aviez d'ailleurs lancé plusieurs appels à travers les différents médias. Comment expliquer cette désertion de ces travailleurs cette année? Pourquoi ils ne sont pas venus en station? Alors, ils ne sont pas venus parce qu'il faut bien se remettre dans le contexte de l'année précédente. L'État a aidé de manière exceptionnelle les entreprises du tourisme. Elle a versé 7,2 milliards d'euros sur 8 milliards de chiffre d'affaires. Aucune autre activité économique n'a été comme cela, mais dans le même temps, les saisonniers, il n'y en a que 25% qui ont été embauchés, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre eux, ceux qui n'ont pas été embauchés, ils ont fait autre chose, ils sont partis de leur montagne, ce qui contrecarre notre idée de vivre et travailler au pays du tourisme. Et en même temps, le gouvernement a annoncé 2 mesures par rapport à l'assurance chômage. La première mesure, maintenant, il faut 6 mois pour pouvoir être indemnisé, au lieu de 4 avant. Et il y a tout un recalcul qui se fait sur l'indemnisation chômage, qui fait que pour un saisonnier, en gros, son indemnisation est divisée par 4. Donc on voit bien que quand on est maltraité de cette façon-là, on n'a plus envie de revenir. Ce qui explique d'ailleurs que cette saison-là, on a eu beaucoup moins de personnes qui sont embauchées. On estime qu'il y a 15 à 20% de personnes qui manquent. Et avec le turnover important, puis avec quand même la crise sanitaire qui a fait qu'il y a eu beaucoup de turnover dans les entreprises, nous, le constat que nous avons fait au cours de nos formations des délégués remontées mécaniques la semaine dernière, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'accidents que les années précédentes. Alors c'était un acte militant justement de ne pas venir bosser, que dénoncent ces saisonniers? Non, c'est pas un acte militant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui voulaient venir travailler, mais en même temps, je rappelle, donc je reviens pas sur le contexte de l'année dernière, mais quand vous êtes maltraité une année, vous dites moi l'année d'après je fais autre chose. Et beaucoup de ces personnes-là, comme l'activité a repris sur des contrats plus longs dans les villes de plaine, si on peut dire ainsi, eh bien de fait il y a des gens qui ne sont pas venus en montagne, et puis les gens qui sont à la montagne, quand vous n'avez que 4 mois pour vivre de salaire
faire et que le résultat, vous n'avez rien, vous allez travailler ailleurs. Ce qui explique d'ailleurs une désertification de la montagne. Et je pense que là-dessus aussi, ça fait partie des questions que nous devrons affronter pour l'avenir, parce que si on veut que le tourisme profite aux gens du coin, eh bien, il faut avoir ces questions-là en tête et pas uniquement, j'irais sur le fait de dire, comme disent beaucoup de patrons que j'ai rencontrés, on a fait une excellente saison, allez hop, on recommence et comme avant, ça graine. Non, aujourd'hui, l'activité touristique, on doit bien le voir, doit à la fois, j'irai affronter les questions écologiques, les questions environnementales et puis les questions sociales, si on veut vraiment vivre et travailler au pays. Alors, ces saisonniers dénoncent des conditions difficiles, vous Oui. l'avez dit. Quelles ont été les conséquences de cette pénurie de main-d'œuvre pour les saisonniers qui ont travaillé Alors, cette pour les saison? saisonniers qui ont travaillé, donc ça fait qu'il y a eu plus de boulot, puisque vous voyez que la saison était même excellente. Il y en a qui disent même que ce sera exceptionnel à marquer national. Donc, il y a eu plus de boulot sur moins de monde. Donc, quand on fait plus de travail sur moins de personnes, il y a à la fois des questions où vous avez... moi, je vois, on a défendu des gens qui faisaient 300-400 heures par mois. Donc, aujourd'hui, on est en dehors de toute réalité. Et puis, en même temps, avec un taux d'accident du travail qui a augmenté de manière importante. Et ce qui est quand même... j'irai à prendre en compte, c'est quand vous êtes blessé au travail, quand vous êtes saisonnier, vous êtes blessé non seulement pour votre saison d'hiver, mais y compris avec les conséquences pour votre saison d'été derrière. Donc c'est par rapport à ça, pour prendre l'exemple dans la branche remontée mécanique et services et pistes, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des CHSCT, en fait, ce qui a remplacé les CHSCT, qui soient remis dans toutes les entreprises pour que vraiment les représentants du personnel soient aussi les acteurs de la sécurité au travail. On ne peut pas perdre sa vie, aller la gagner. Alors, l'hiver dernier, le gouvernement a mis sur la table près de 7 milliards d'euros d'aide pour les employeurs du secteur de la montagne. Selon vous, est-ce que cette aide a bien été utilisée pour les travailleurs? Non, elle n'a pas été utilisée. D'abord parce qu'il n'y a que 25% des salariés saisonniers qui ont été embauchés. Ce qui fait que nous avions réclamé, et nous n'avons pas été les seuls, y compris même des patrons nous ont soutenus dans cette démarche-là. On avait réclamé auprès de la ministre du Travail que ces aides soient conditionnées. C'est-à-dire que quand on donne 7,2 milliards d'argent public, je pense que quelque part, les patrons doivent rendre des comptes. La condition que nous y mettions, c'est que l'ensemble des saisonniers soient embauchés. Ce qui aurait permis d'ailleurs, au lieu d'être à 25, on était plutôt à 80-90. C'était la première chose. Et la deuxième chose que nous demandons aujourd'hui, c'est que ces aides qui ont servi à des entreprises de faire des bénéfices doivent être rendues. Quand on est à 7,2 milliards d'euros d'aide, on doit des comptes. Je dirais, ces mêmes patrons-là n'hésitent pas à réclamer des comptes aux pauvres chômeurs ou aux pauvres gars qui est au RSA, qui touchent 450 euros d'aide. Ben non. Aujourd'hui, 7,2 milliards d'euros d'aide sur un chiffre d'affaires de 8 milliards, on doit rendre des comptes à la nation et on doit même rendre l'argent. Et cela pourrait être aussi de l'argent qui pourrait être réinvesti ailleurs. Bien sûr, oui, qui pourrait être investi ailleurs, qui pourrait servir pour le logement des saisonniers, par exemple, qui pourrait servir pour répondre y compris à ces grandes questions du défi climatique, je dirais aujourd'hui, qui sont du tourisme 4 saisons. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien investir sur d'autres activités qu'uniquement des activités à la neige. Il faut de la neige, il faut des activités neige, mais il faut des activités complémentaires si on veut pouvoir avoir à la fois un tourisme 4 saisons. Puis, je pense qu'il faut que le tourisme dans nos vallées, dans nos départements, serve aux gens qui habitent sur place. Et aujourd'hui, on a bien vu que quand il y a trop de monde, ça fait des conflits d'usage. C'est toutes ces questions-là qu'il faut qu'on mette. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis membre du Conseil économique et social environnemental Auvergne-Rhône-Alpes. Et une des propositions que nous avons faites, c'est la question de la gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette tout le monde dans les vallées, ensemble, pour dire voilà ce que je veux pour mon avenir, voilà ce que je veux pour mon tourisme. Les stations ont enregistré une hausse aussi de 6% de fréquentation par rapport à 2019, donc la saison d'avant pandémie. Est-ce que justement ces bénéfices pourraient aussi servir pour investir dans les ascenseurs valléens? On l'a vu tout à l'heure avec le Funiflen. Pourquoi aujourd'hui c'est important de miser sur ces ascenseurs? C'est important parce que quand on regarde qui consomme le plus de gaz à effet de serre quand on va en station, c'est le fait d'aller en station que ça consomme. Donc l'ascenseur valléen est une excellente raison en fait, et puis un excellent investissement de ce point de vue-là, bien sûr, il n'y a pas de souci pour que ce soit fait dans ce sens-là. Et nous réclamons même à ce qu'on mette des trains supplémentaires pour aller en station, à ce qu'on fasse des hubs. Il y a des employeurs qui disent on pourrait faire des hubs de marchandises. Pourquoi pas? Je pense que toutes ces idées-là sont bonnes à prendre, mais il faut que dans le même temps, je dirais les employeurs et les élus, avec les organisations syndicales, on se mette autour d'une table pour voir quel tourisme on veut pour demain. Eh bien, merci Antoine Fatiga pour ce bilan et merci d'être venu sur notre plateau. À très bientôt. Merci à vous. Merci.
Parlons culture maintenant, à un peu plus de 2 mois de l'ouverture du Festival international du film d'Annecy. Les préparatifs battent leur plein. L'équipe de Citia, l'organisateur de l'événement, est à pied d'œuvre pour proposer une édition 2022 mémorable. Les premières annonces présagent en effet un programme exceptionnel pour ce rendez-vous qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Après 2 éditions dans un contexte particulier, festivaliers et grand public devraient pouvoir renouer avec les traditions et les surprises du FIVA. C'est un reportage de Victoria Lopez. Des milliers de festivaliers, des centaines de bénévoles, des dizaines de films et des marchés conclus sur les bords du lac. Chaque année, depuis plus de 60 ans maintenant, Annecy se transforme en grande capitale mondiale de l'animation. 2022 ne fera pas exception. 2 grands rendez-vous ont déjà été annoncés et présagent une édition exceptionnelle et plus que rythmée pour les passionnés du monde entier qui retrouveront dès l'ouverture la joyeuse bande des Mignons. C'est une longue histoire aussi avec le Festival d'Annecy, puisqu'on a vu l'avant-première de Moi Moche et Méchant qui a lancé cette aventure et cette belle saga. Et puis c'est un studio qu'on apprécie particulièrement puisque, faut le savoir, les Mignons, Moi Moche et Méchant, c'est fabriqué en France, c'est fait à Paris par le studio Illumination Magov. Donc on est très content de retrouver les équipes et puis de poursuivre cette belle aventure et puis de pouvoir partager un moment aussi qui sera festif, drôle, comme on a pu le découvrir avec les précédents opus. Nous espérons qu'ils ne plongeront pas dans le lac. Les Gremlins seront aussi de la partie avec une série de HBO très attendue et présentée en avant-première mondiale. Ça fait partie des films cultes des années de toute une génération de cinéphiles, donc très très heureux de les retrouver. Ça sera un préquel, donc on va découvrir un peu comment cette histoire est arrivée. Elle sera diffusée sur Cartoon Network en France et donc on aura la chance d'avoir une exclusivité mondiale avec notamment la présence de Joe Dante qui était le réalisateur des Gremlins en 1984. Autre grande fierté pour l'équipe de Citia qui fait vivre le cinéma d'animation tout au long de l'année dans le bassin annécien. C'est l'affiche de cette édition, réalisée par Laurent Durieux. Illustrateur et affichiste renommé, il a signé de nombreuses affiches alternatives de films cultes notamment. Son travail est reconnu par les plus grands, tels que Francis Ford Coppola ou encore Steven Spielberg. Côté grand public, la fête devrait aussi faire son grand retour. Après 2 éditions adaptées, l'écran géant sera de retour sur le papier. On est en train de concocter un super programme et puis les projections plein air, ça sera sur le papier mais pas que. Il y aura également des projections dans certaines communes déléguées de la ville d'Annecy et puis également nous aurons d'autres projections, alors non pas en plein air mais dans le département puisque là aussi on continue ce qu'on avait initié ces dernières éditions avec une tournée départementale pour faire découvrir aussi le festival à d'autres habitants du territoire. Rendez-vous du 13 au 18 juin pour le festival, du 14 au 17 pour le marché du film. D'ici là, il faudra garder l'oreille tendue pour découvrir petit à petit les pépites de la programmation. Et sachez que l'organisation recherche toujours des bénévoles pour le festival. En 2019, ils étaient près de 400 venus de la France entière. Ils sont l'âme du festival et ont la possibilité d'assister à des séances. Rendez-vous sur le site pour plus d'infos, annecy.org. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à tous pour votre fidélité. À suivre la météo de Thierry Paulme. Juste après, vous retrouverez votre émission Panorama. Depuis lundi, Emmanuel Jaude vous fait découvrir la montagne sous le regard de certains illustres pratiquants. Pour ce dernier épisode, il vous emmène à la découverte de l'un des itinéraires incontournables de la vallée de Chamonix. Avis aux amateurs. Merci à la rédaction et à toute l'équipe technique pour cette édition. Demain, je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal. Très belle soirée sur notre antenne.